L'unité fantôme, Opération Mémoire. Chapitre 1. Le réveil des ombres. Le béton brut suintait l'humidité sous les boots de Kael. L'air, saturé d'ozone et de métal froid, était une odeur familière, celle de l'unité Echo 0. Ici, à des centaines de mètres sous les monts Rocheuses, le monde extérieur n'était qu'un lointain souvenir, une rumeur télévisée qui n'atteignait jamais vraiment les âmes cloîtrées dans ce complexe. Pour eux, les fantômes, la seule réalité était la mission, la suivante, toujours. Kael, alias Spectre, faisait défiler les rapports sur sa tablette. Des chiffres, des coordonnées, des objectifs stratégiques. Jamais de nom, jamais de visage, seulement des cibles. Ses doigts fins et musclés effleuraient l'écran, son regard d'acier balayant les lignes de code, comme s'il déchiffrait des hiéroglyphes ancestraux. À côté de lui, Anya, ombre, vérifiait son arsenal. Le cliquetis métallique de ses chargeurs remplis résonnait dans le silence, aseptisé du couloir. Ses cheveux d'un blanc cassé, coupés courts, encadraient un visage sans âge, marqué par des cicatrices discrètes, témoins silencieux d'opérations passées dont personne, pas même elle, ne semblait se souvenir clairement. Ils étaient des morts, du moins, sur le papier, des soldats d'élite, dont l'identité avait été effacée, leur dossier militaire remplacé par un vide abyssal, leur famille notifiée d'un décès au combat. Une fiction parfaite pour une existence d'outils jetables, des ombres au service des grandes puissances mondiales, exécutant les sales besognes que les gouvernements ne pouvaient revendiquer. Kael ne se souvenait pas de son avant, seuls des bribes floues, des échos d'une vie qu'il ne reconnaissait plus, persistaient parfois dans ses rêves, comme des résidus d'un programme mal effacé. Une sirène basse et lancinante déchira le silence, indiquant une alerte rouge. Leurs corps réagirent avant même que la conscience ne prenne le dessus, une routine ancrée au plus profond de leurs fibres musculaires. Ils se dirigèrent vers la salle de briefing, où les lumières tamisées soulignaient les visages graves des autres membres de leur équipe. Le colosse mutique, golem expert en démolition, et la furtive chuchotis, spécialiste en infiltration et en brouillage de système. Leurs regards se croisèrent, un échange silencieux de détermination et d'anticipation. Au centre de la pièce trônait le commandant Thorn, un homme dont l'âge était impossible à déterminer, son visage buriné et ses yeux perçants reflétant des décennies de secrets et de décisions impossibles. Sa voix grave résonna dans la pièce. « Équipe Echo 0, écoutez-moi attentivement. La situation est inédite. Un ancien membre, le capitaine Orloff, identifiant Ogre que nous pensions mort depuis 7 ans lors de l'opération Silencieux, a refait surface. » Un frisson traversa Kael. Orloff. Le nom lui disait quelque chose, mais la mémoire restait un brouillard tenace. Thorn poursuivit, sa voix empreinte d'une gravité rare. Orloff a réussi à pénétrer nos serveurs sécurisés. Pas seulement les nôtres, mais ceux de toutes les agences militaires mondiales impliquées dans les unités fantômes. Il a lancé une menace. Il détient un code. Il l'appelle le code mémoire. Le silence de la salle devint pesant, presque palpable. Le mot mémoire résonna dans l'esprit de Kael, tel un coup de marteau sur une vitre déjà fêlée. Ce code, continua Thorn, est capable de réactiver toutes les identités, effacer tous les dossiers, toutes les familles, toutes les opérations clandestines passées et présentes. Une divulgation, et l'équilibre mondial que nous avons maintenu par le sang et le secret s'effondrera. Des guerres éclateront, des pays tomberont. Les yeux d'ombre croisèrent ceux de Kael. Une réactivation. Retrouver son passé, l'idée était à la fois terrifiante et étrangement tentante, comme un écho lointain de ce qu'ils avaient été. Votre mission, Echo 0, est de le traquer, de comprendre ses motivations, et de récupérer le code. L'élimination est une option, mais nous préférerions le ramener, le raisonner. Ce n'est plus une simple opération militaire. C'est une question de survie pour l'organisation. Pour nous tous, Thorn activa un hologramme, une carte du monde, parsemée de points rouges clignotants. Au centre, un point incandescent, pulsant dans une zone isolée des vastes plaines glacées de la Sibérie. Orloff a lancé son défi depuis un ancien complexe de recherche soviétique abandonné. C'est là que vous le trouverez. Allez-y, et soyez discret. Le monde ne doit pas savoir ce que sont les fantômes, ni ce qu'ils font. Kael regarda le point rouge en Sibérie. Il ne s'agissait plus seulement d'une cible, mais d'un fragment de leur propre passé, un écho. La mission prenait une toute autre dimension. La survie n'était plus seulement celle de l'organisation, mais potentiellement la leur, celle de leur identité, même effacée. Chapitre 2. L'écho froid de la Sibérie. L'atmosphère à l'intérieur du Black Hawk furtif était aussi glaciale que l'étendue sibérienne qu'il survolait. Seul le bourdonnement sourd des rotors brisait le silence tendu.
Les visages d'Echo Zero, éclairés par les écrans de leurs casques tactiques, ne trahissaient aucune émotion, mais sous la surface, les engrenages psychologiques tournaient à plein régime. Pour la première fois depuis des années, une mission ne se limitait pas à un objectif clair, à des coordonnées GPS et à une extraction sans bavure. Cette fois, c'était personnel, et le mot mémoire résonnait dans l'esprit de Kael comme une mélodie oubliée. Ombre, assise en face de lui, vérifiait son fusil de précision, avec une minutie presque rituelle. Le canon d'un noir mat reflétait à peine la faible lumière. Kael se demanda ce qu'elle pensait. Avait-elle, elle aussi, des fragments d'une vie antérieure qui refaisaient surface? La question de leur identité, habituellement refoulée, s'imposait avec une brutalité inattendue. Ils étaient des fantômes, mais Orlov menaçait de les rendre à la vie, qu'il le veuille ou non. Golem, massif dans son armure légère, se tenait impassiblement à l'arrière, les bras croisés, sa présence rassurante mais muette. Chuchotis, elle, était déjà connectée à son terminal, ses doigts effleurant les claviers holographiques, testant les fréquences de brouillage. Elle murmura à peine, sa voix à peine audible. Signature thermique détectée à l'approche de la zone cible. Un seul véhicule terrestre. Type, chenillé. Kael activa son propre écran. Une carte topographique en 3D s'afficha, détaillant le complexe soviétique abandonné. Des bâtiments en ruine, des tours de communication penchées, et surtout, un réseau souterrain labyrinthique, symbolisé par des lignes rouges complexes. C'était un endroit idéal pour se cacher, et encore plus pour lancer une menace mondiale. Cible potentielle, Orlov, dit Ombre, sa voix neutre, ou une patrouille de reconnaissance. Pas une patrouille, répondit Chuchotis, les yeux rivés sur ses données. Le schéma de déplacement est irrégulier, trop furtif pour une ronde routinière. Le Blackhawk ralentit sa progression, devenant un point presque invisible dans l'immensité nocturne et enneigée. Le pilote, une autre ombre sans nom, les informa. 10 minutes avant le point de dépose. La tempête s'intensifie. En effet, des flocons de neige plus épais commençaient à frapper le fuselage, et le vent hurlait à travers les pales du rotor, un crescendo menaçant. C'était la Sibérie, impitoyable et gelée. Une alliée pour la furtivité, une ennemie pour la survie. Briefing final, ordonna Kael, sa voix ferme malgré la nervosité latente. On se pose, à 2 km au nord-ouest du complexe. Infiltration par la grille d'aération principale, secteur Delta 7. Chuchotis, tu nous couvres, tu neutralises les caméras et capteurs. Ombre, position de tir dès que possible. Golem, tu gères les brèches et les obstacles lourds. Mon objectif. Orlov et le code. Personne ne tire si je ne donne pas l'ordre. On le ramène si possible. Les têtes hochèrent en signe d'approbation silencieuse. La cohésion de l'équipe était leur plus grande force, une synergie forgée dans le feu de centaines de missions. Ils se connaissaient sans se connaître, se faisaient confiance sans se souvenir des raisons. L'hélicoptère toucha le sol en douceur, presque sans bruit. Le vent cinglant s'engouffra dans la soute ouverte, fouettant leurs visages. La neige recouvrait tout, un linceul blanc sur un monde oublié. Kael fut le premier à descendre, son fusil d'assaut relevé, ses yeux cherchant les ombres mouvantes dans le paysage monochrome. Ils se mirent en mouvement, leurs pas feutrés par la poudreuse. Le froid mordait, mais leurs combinaisons tactiques auto-régulées maintenaient une température stable. Le complexe abandonné se dressait devant eux, une silhouette fantomatique dans la tempête. Des bâtiments éventrés, des barbelés rouillés, des tours d'observation tordues par le temps. Le silence était absolu, brisé seulement par le sifflement du vent et le crissement de leurs propres pas. Système de surveillance passif détecté, chuchota Chuchotis dans leur oreillette, sa voix traitée pour être à peine un souffle. Ancienne technologie soviétique, mais toujours active. Je suis en train de la contourner. Quelques minutes plus tard, la porte de maintenance du secteur Delta s'est apparue, à moitié ensevelie sous la neige. Golem s'agenouilla, ses doigts gantés, glissant le long des gonds rouillés. Un grincement sinistre, puis la lourde porte céda, révélant un escalier sombre et glacé plongeant dans les entrailles de la terre. L'air souterrain était lourd, vicié, imprégné d'une odeur de moisi, de rouille et d'électricité brûlée. Des gouttes d'eau tombaient quelque part dans l'obscurité, créant une bande son lugubre. Leurs lampes frontales découpèrent des faisceaux de lumière dans les ténèbres, révélant des couloirs étroits, des tuyaux éventrés et des inscriptions cyrilliques effacées par le temps sur les murs. Attention, avertit Ombre, sa voix un murmure dans l'oreillette. Je capte une source de chaleur significative au niveau inférieur. Et des traces, très fraîches. Kael sentit une montée d'adrénaline. Orlov était là, mais il n'était pas seul, ou du moins, il n'était pas resté inactif.
Les traces indiquaient une présence récente, peut-être plusieurs. La mission, qui était déjà compliquée, venait de prendre une tournure bien plus dangereuse. Ils n'étaient pas les seuls à chercher Orlov, ou peut-être qu'Orlov avait des alliés inattendus. Leurs pas résonnèrent dans le vide des couloirs, chaque ombre semblant cacher une menace, chaque souffle un avertissement. Le code mémoire était proche, mais le prix à payer pour l'atteindre restait incertain. Chapitre 3. Les échos du passé. L'obscurité des couloirs soviétiques s'épaississait à mesure qu'Echo 0 s'enfonçait dans les entrailles du complexe. L'air, de plus en plus lourd et froid, charriait une odeur métallique, presque électrique, se mêlant à celle du moisi et de l'humidité persistante. Les lampes frontales des fantômes traçaient des cônes de lumière vacillants sur des murs couverts d'inscriptions cyrilliques estompées, des schémas techniques illisibles et des graffitis anciens. Le silence n'était brisé que par le crissement de leurs bottes sur les débris, le goutte à goutte lointain et leur propre respiration mesurée. La source de chaleur se déplace, chuchota Ombre dans l'oreillette. Sa voix était une vibration à peine perceptible, mais son information glaça le sang de Kael. Elle est rapide, et elle ne semble pas suivre un schéma humain. Chuchotis, déjà penché sur un panneau de contrôle rouillé, ses doigts agiles effleurant des fils dénudés, répliqua « Aucun signal électronique identifiable. Pas de communication, pas de signature Wi-Fi. C'est du très vieux matériel, ou quelque chose d'analogique. » Un clic sec, un éclair d'étincelles bleutées, et l'éclairage de secours du couloir s'anima d'un faible rayonnement orangé, révélant des conduites éventrées et des flaques d'eau gelée. Golem, son fusil d'assaut lourd abaissé, mais prêt, balaya l'environnement d'un regard vigilant. Ses yeux, habituellement impassibles, scrutaient chaque recoin sombre, chaque recoin où une menace pouvait se tapir. Il désignait une porte métallique déformée, arrachée à ses gonds. Passage forcé, ancien. Orlov a laissé des traces. Ou quelqu'un d'autre, murmura Kael, le poids de son fusil réconfortant entre ses mains. L'ambiguïté de leur mission pesait sur lui. Tuer ou ramener? Et Orlov, pourquoi avait-il fait surface après tant d'années? La question de sa mémoire les ramenait inévitablement à leur propre vide. Le couloir s'élargit soudainement, menant à une vaste salle d'expérimentation souterraine, autrefois un centre névralgique de la recherche soviétique. Des tables d'opération rouillées s'alignaient, des fils pendent du plafond, et d'anciens moniteurs cathodiques craquaient sous le poids de la poussière. Au centre, une immense cage de Faraday, dont les portes étaient arrachées, bâillait comme une gueule d'acier. La source de chaleur que Ombre avait détectée était là, au milieu de la salle. Ce n'était pas Orlov. C'était un robot. Un ancien modèle de sécurité, massif et rudimentaire, mais incroyablement intact. Ses optiques, 2 lentilles rouges, clignotaient, balayant lentement la pièce. Sa silhouette, bien que statique, dégageait une aura de danger latent. Technologie des années 80, souffla Chuchotis, sa voix empreinte d'une surprise rare, mais modifiée. Une source d'énergie moderne, et une couche de blindage ajoutée. Orlov a activé ça, déclara Kael. C'est sa sentinelle. Alors que Chuchotis commençait à chercher un moyen de le désactiver, le robot bougea. Lentement d'abord, un grincement métallique retentissant dans le silence de la salle. Puis, ses moteurs vrombirent, ses lourdes chenilles se mirent en mouvement avec un rugissement qui secoua la poussière du plafond. Ses optiques rouges se fixèrent sur Golem, le plus grand d'entre eux. Attaque frontale, prévint Golem, se préparant à l'impact. Il savait qu'il était la cible la plus évidente. Le robot chargea, sa masse percutant le sol avec une violence sourde. Golem, stoïque, leva son fusil, tirant une rafale de balles perforantes, qui ricochèrent sur le blindage, épais de la machine. Le robot émit un son strident et projeta un bras métallique armé d'une pince géante. Golem l'esquiva de justesse, le bras écrasant le sol, où il se tenait une seconde auparavant, laissant une profonde entaille dans le béton. Ombre tira, son fusil de précision crépita, et une balle ultra rapide frappa une des lentilles optiques du robot. Le verre se fissura, mais la machine continua d'avancer, sa menace inchangée. « Ça ne suffit pas, cria-t-elle, je cherche le point faible. » Répondit Chuchotis, ses doigts dansant sur son terminal, analysant les failles potentielles. Le système d'alimentation est très protégé. Kael comprit. Ce n'était pas juste un obstacle. C'était un test. Orlov savait qu'il viendrait, et il avait mis cette machine en travers de leur chemin pour les ralentir. Ou pour les obliger à se montrer sous leur vrai jour. Golem, à l'abri. Ordonna Kael. Chuchotis, est-ce que tu peux le court-circuiter depuis le réseau électrique du complexe? Ombre, prépare une charge explosive sur son articulation principale. Golem recula, tirant des salves de suppression pour attirer l'attention du robot. La machine,
obstiné, continua de le poursuivre, ses chenilles lacérant le sol. Ombre, d'une agilité féline, se glissa derrière des caisses empilées, sortant une petite charge de C4. Chuchotis, elle, brancha un câble à son terminal, et commença à injecter un virus dans le réseau défaillant du complexe, cherchant une surcharge électrique. Le robot s'arrêta brusquement. Ses optiques rouges se mirent à clignoter frénétiquement. Un sifflement aigu sortit de ses entrailles. Surcharge critique détectée, dit une voix synthétique et déformée émanant de la machine. J'y suis presque, s'écria Chuchotis. Au même instant, Ombre plaça la charge de C4 sur l'articulation du bras robotique. À couvert, une explosion sèche déchira l'air. Le bras du robot fut arraché dans un nuage de fumée et d'étincelles. La machine tituba, ses chenilles s'immobilisèrent, et elle s'effondra lourdement, secouant la salle entière. Les optiques s'éteignirent, la lourde carcasse de métal inerte sur le sol poussiéreux. Bien joué, équipe, souffla Kael, l'adrénaline redescendant. On continue. Mais en passant devant les restes du robot, Kael remarqua quelque chose. Une petite inscription gravée à la main sur le côté du châssis, juste sous la couche de peinture écaillée. Il s'agenouilla, nettoyant la saleté avec son gant. 3 initiales A, O, et en dessous, un symbole simple, un cercle brisé. Le symbole qu'Orloff et lui-même avaient partagé à l'entraînement, un signe de leur fraternité au sein de l'unité, avant qu'ils ne deviennent des fantômes. Ce n'était pas juste une sentinelle. C'était un message personnel, un défi. Orloff ne voulait pas juste exposer les fantômes au monde, il cherchait quelque chose de plus profond. Il jouait avec eux, avec leur passé. Le voyage vers le code mémoire était aussi un voyage, vers ce qu'ils étaient. Ils continuèrent leur progression, les couloirs devenant de plus en plus labyrinthiques, les signes d'une présence récente de plus en plus évidents. Des marques de pas frais dans la poussière, des câbles récents tiraient le long des murs, l'odeur persistante d'une cigarette fraîchement éteinte. Orloff était proche, mais il les menait là où il le voulait. Leur sens était en alerte, chaque ombre suspecte, chaque son amplifié. L'affrontement final semblait inévitable, et le voile sur leur propre identité était sur le point d'être levé. Chapitre 4. Le cœur des ténèbres. Le dédale de couloirs semblait sans fin, chaque embranchement un piège potentiel, chaque pièce sombre une inconnue. Les signes de la présence d'Orloff se faisaient plus précis, plus audacieux. Un verre à moitié vide posé sur une console, la chaleur résiduelle d'un équipement récemment éteint, l'écho lointain d'une mélodie sifflée qui se perdait dans les conduits de ventilation. Kael sentait Orloff jouer avec eux, les attirant plus profondément dans son terrier, les poussant à questionner chaque certitude. Nous approchons du noyau, informa Chuchotis, sa voix à peine audible, ses doigts dansaient sur son terminal, projetant des lignes de code vertes sur l'obscurité. La concentration d'anciens serveurs est massive ici. Des dizaines, des centaines de téraoctets de données potentiellement récupérables. Ombre, toujours en tête, son fusil levé, signala un autre indice. Des marques de frottement sur le sol. Quelque chose de lourd a été traîné. Récemment, Golem, sans un mot, pointa du doigt une marque de brûlure sur un mur, accompagnée d'une fine couche de givre. Cryogénie, ou surcharge énergétique. Kael s'arrêta devant une porte blindée massive, d'un acier patiné par des décennies. Aucune poignée, aucune serrure visible, seulement un clavier numérique entouré de câbles épais. Sur la surface métallique, gravé au laser, le même symbole que sur le robot, le cercle brisé. Le message était clair, ils étaient au bon endroit. Une énigme d'entrée, murmura Chuchotis, très ancien, mais protégé par plusieurs couches d'algorithmes de cryptage. On dirait une signature personnelle. Kael regarda le symbole. Un cercle brisé. L'unité fantôme. Ils étaient censés être des cercles parfaits, incassables, sans passé. Mais leurs identités étaient brisées, leur âme effacée. Orloff avait embrassé cette brisure. Il la brandissait comme une arme. « Laisse-moi faire, » dit Ombre, s'approchant du panneau. Elle ne regarda pas le clavier. Ses doigts effleurèrent la surface de l'acier, ses yeux fermés. Quelques secondes s'écoulèrent, puis elle ouvrit les yeux. C'est un code vocal, et un identifiant biométrique. Kael fronça les sourcils. Tu peux le faire. Ombre hocha la tête, une lueur étrange dans son regard habituellement impassible. Je crois, certaines fréquences, certains schémas ils me reviennent. C'est comme une musique oubliée que je commence à fredonner. Elle s'approcha, sa main gantée se posa sur le scanner biométrique. Un léger bip retentit. Puis, sa voix s'éleva, claire, résonnant dans le silence du couloir. Elle prononça une série de mots, des chiffres et des lettres, une suite de codes en russe, prononcés avec une intonation parfaite, une cadence précise.
Kael sentit une vibration dans l'air, une harmonie particulière. Un déclic assourdissant rompit le silence. Les lourdes portes s'ouvrirent lentement, révélant une salle immense et circulaire. Au centre, sous un halo de lumière blafarde provenant de conduits d'aération rouillés au plafond, Orlov se tenait, immobile. Il n'était pas seul. Des moniteurs anciens crépitaient autour de lui, projetant des lignes de code sur son visage émacié. Ses cheveux étaient longs, son uniforme d'unité fantôme déchiré et rapiécé. Son regard, lorsqu'il se posa sur eux, n'était pas celui d'un ennemi, mais d'un homme hanté par un passé trop lourd. Echo Zero, sa voix était rauque, usée, mais forte. Vous avez mis le temps, mais je savais que vous viendriez. Il activa un écran derrière lui. Des milliers de noms défilèrent. Des dates, des lieux, des visages esquissés à partir de données corrompues. C'était le code mémoire. Kael pointe à son arme. Orlov, le code. Et tu nous expliques pourquoi? Orlov sourit, un sourire amer et triste. Expliquez. Expliquez ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils nous ont volé. Il fit un geste vers les écrans. Non, ce sont les nôtres. Les fantômes avant qu'ils ne soient fantômes. Chaque vie effacée, chaque souvenir extirpé. Nous sommes là pour protéger l'ordre, rétorqua Kael, mais sa voix manquait de sa fermeté habituelle. Les noms sur l'écran semblaient lui hurler des questions sans réponse. L'ordre. Orlov éclata d'un rire dénué de joie. L'ordre maintenu par des mensonges, et le sang d'innocents. La vérité éclatera. Elle doit éclater. Ce code, ce n'est pas seulement des données. C'est un déverrouillage. Un retour à l'état de conscience. Pour nous tous, Ombre baissa son arme, juste un instant, mais Kael le remarqua. Golem, lui aussi, semblait hésiter, son regard perdu entre Orlov et les noms défilants. Chuchotis, silencieuse, captait l'ampleur de la situation. Orlov vit leur hésitation. Vous le sentez, n'est-ce pas? Les murmures, les images fugaces, ce que vous étiez, ce que nous étions. Chaque agent fantôme à travers le monde. Chacun d'entre nous est une bombe à retardement de vérité. Et je suis sur le point de l'allumer. Il leva les mains. Sur un piédestal, au centre de la salle, un dispositif complexe brillait d'une lumière bleue. Le mémoire. Kael sentit son cœur battre la chamade. S'il activait ce code, des milliers de soldats, à travers le monde, leurs identités réactivées, pourraient se retourner contre leurs anciens maîtres. Le chaos total. Ne fais pas ça, Orlov, dit Kael, sa voix plus suppliante que menaçante. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y en a pas, Spectre. Ils ne nous ont laissé aucun autre choix, répondit Orlov, ses yeux fixés sur le dispositif. C'est la seule voie vers la liberté. La seule voie vers la rédemption. Le silence se fit. Le vrombissement des serveurs emplissait la pièce. Le destin du monde, et surtout celui des fantômes, se jouait dans cette salle gelée, des centaines de mètres sous la terre sibérienne. Le dilemme était clair. Maintenir le mensonge ou embrasser une vérité qui pourrait tout détruire. Kael leva son arme, mais ses doigts hésitèrent sur la gâchette. La mémoire appelait, et il ne savait plus s'il devait la détruire ou la libérer. Chapitre 5. Le pacte de l'ogre. Le souffle de Kael se condensa en un petit nuage, dans l'air glacé. Sa main tremblait légèrement sur la crosse de son fusil. Le dilemme d'Orlov était devenu le leur. Détruire le code mémoire, c'était préserver un ordre mondial, construit sur des mensonges, et leur propre effacement. Le laisser faire, c'était risquer un chaos planétaire, mais aussi une chance inespérée de retrouver ce qu'ils avaient perdu. Le silence était tendu, chargé de toutes ces questions sans réponse. Orlov, la voix de Kael était grave, un murmure dans le vrombissement des serveurs. Tu parles de rédemption? Mais à quel prix? Des millions de vies. Orlov se tourna vers Kael, son regard sombre fixant le masque de Spectre. Le prix de la vérité, Kael, ce n'est pas le chaos que je cherche, mais la justice. Ils nous ont transformés en fantômes. Ils nous ont volé nos vies. Et ils ont continué à utiliser des hommes et des femmes comme nous pour leurs agendas cachés. N'avez-vous jamais ressenti le vide? Le manque d'un passé qui devrait être le vôtre? Les mots d'Orlov frappèrent Kael en plein cœur. Ce vide, il le connaissait. Ce n'était pas une blessure physique, mais une amputation de l'âme. Ombre, à côté de lui, avait le regard fixé sur le dispositif mémoire, ses propres souvenirs refoulés, luttant pour refaire surface. Golem restait impassible, mais Kael sentit la tension dans ses épaules. Seul Chuchotis, concentré sur les données émanant du dispositif, semblait moins affecté par le poids émotionnel de la confrontation. La vérité n'est pas toujours une libération, reprit Kael. Elle peut être une destruction. Et le mensonge est une prison dorée, répliqua Orlov. Il leva la main vers un écran. Regardez, l'écran, jusqu'alors un kaléidoscope de code, afficha soudain des images floues, puis de plus en plus nettes.
des visages, des hommes et des femmes, jeunes et souriants. Ils étaient tous en uniforme, mais des uniformes différents, de diverses nations. Et puis, la surprise. Sur l'une des photos, le visage d'un homme qui ressemblait étrangement à Kael, riant, entouré de ce qui semblait être une famille. Sur une autre, une jeune femme, aux cheveux blancs éclatants, ses yeux vifs, pointant du doigt quelque chose hors cadre, un éclat de joie sur son visage. Ombre, et Golem, et même Chuchotis, plus jeune, des lunettes épaisses sur le nez. Ce fut un choc viscéral. Des échos, des mémoires fugaces devenues des images tangibles. Kael sentit une vague de sensations le submerger. La chaleur d'un soleil qu'il ne reconnaissait pas, le son d'un rire d'enfant, le parfum de fleurs inconnues. C'était trop? Ce ne sont pas des données corrompues, Spectre. C'est ce qu'ils ont effacé. C'est ce que j'ai récupéré, pièce par pièce. Depuis la mort de mon équipe, la voix d'Orloff était remplie d'une douleur profonde. L'opération Silencieux n'était pas une simple mission. C'était un test? Ils nous ont envoyés au massacre, volontairement, pour voir jusqu'où nous irions, jusqu'où notre effacement psychologique tiendrait. Mon équipe est morte, mais j'ai survécu. Et j'ai trouvé le moyen de me souvenir. Ombre laissa tomber son arme. Le son métallique résonna dans la pièce. Ses yeux étaient fixés sur son propre visage sur l'écran, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Pour la première fois, Kael la vit brisée. La façade impassible d'Ombre s'était effondrée. J'avais une fille, murmura Ombre, sa voix étranglée. Le nom sur l'écran, Anya Petrova, était le sien. Et à côté, un petit visage souriant. Le cœur de Kael se serra. Il regarda Orloff, une rage froide montant en lui, supplantant la confusion. Non pas la rage contre Orloff, mais contre ceux qui leur avaient fait ça, contre le commandant Thorne, et l'organisation, qui les avait transformés en armes sans âme. Tu veux vraiment la révéler, cette vérité? Demanda Kael, sa voix basse, pleine d'une nouvelle détermination. Quitte à tout détruire. La destruction est souvent le prélude à la reconstruction, répondit Orloff. Je ne contrôle pas ce que les gouvernements feront avec cette vérité, mais je refuse que nous restions des fantômes silencieux. Une alarme stridente retentit soudain dans le complexe. Les lumières vacillèrent. Chuchotis, arraché à sa contemplation des images, hurla dans l'oreillette. Intrusion multiple. Équipe de frappe lourde. Ils savent que nous sommes là. Thorne ne nous laissera pas quitter cet endroit avec cette information, dit Orloff, ses yeux fixés sur la porte par laquelle ils étaient entrés. Ils sont venus pour nous. Tous. Kael comprit. Thorne ne les considérait plus comme des agents, mais comme des menaces potentielles, surtout après ce qu'il venait de voir. Ils n'étaient plus des fantômes à utiliser, mais des erreurs à corriger. Orloff, dit Kael, levant son arme, mais cette fois non pas pour viser. Si ce code est la seule vérité, si c'est notre seule chance, alors nous l'activerons ensemble. Mais pas ici, pas maintenant. Orloff le regarda, surpris. Tu crois ce que tu as vu? Je crois que nous avons été utilisés, répondit Kael, sa voix tranchante. Et que la vérité, même brutale, est peut-être la seule issue. Mais nous ne jouerons pas leur jeu, nous ne déclencherons pas le chaos, depuis cet endroit. Nous allons porter cette vérité au monde, à nos conditions. L'écho de tirs lointains résonna dans les conduits. Les forces de Thorne étaient là. Ombre, Golem, Chuchotis, ordonna Kael. Nous sortons d'ici, avec Orloff, et avec le code. Ombre releva son arme, essuyant ses larmes, une lueur nouvelle dans ses yeux. Golem, lui, s'approcha du dispositif mémoire le protégeant de son corps massif. Chuchotis, quant à elle, piratait déjà les systèmes d'aération pour créer une diversion. Orloff hocha la tête, un éclair d'espoir dans ses yeux fatigués. Impact, Spectre. Pour la mémoire, pour la liberté, répondit Kael. La porte par laquelle ils étaient entrés fut violemment enfoncée. Des ombres en armure lourde firent irruption, leurs armes levées. L'affrontement était inévitable. Mais cette fois, l'unité Echo Zero ne combattait pas pour le secret de l'organisation, mais pour le leur, pour leur passé, et pour l'avenir incertain de la vérité. Chapitre 6. L'évasion sous les projecteurs. Les rafales de l'équipe d'intervention de Thorne lacéraient l'air de la vaste salle. Des tirs traçants rougeoyants fondaient l'obscurité, illuminant les serveurs et les carcasses métalliques. L'unité Echo Zero, désormais alliée à Orloff, ripostait avec une coordination instinctive, leurs mouvements fluides malgré la trahison ressentie. Kael tirait des salves précises, couvrant la progression d'Ombre et de Golem. Leur communication était courte, efficace, rythmée par le chaos ambiant. Ombre à droite. Golem, couvre-nous. Ombre, avec une agilité déconcertante, se faufila entre les tirs, son fusil crachant des balles qui trouvaient invariablement leur cible. Les assaillants étaient des soldats aguerris, mais il manquait de la cohésion surnaturelle d'Echo Zero.
Un tir précis d'ombre atteignit le casque d'un assaillant, l'envoyant s'écrouler lourdement. Golem, son fusil d'assaut transformé en une extension de sa propre masse, absorba les tirs sur son armure, puis contre-attaqua avec une force brute. Un mur de caisse métallique fut soulevé et projeté, bloquant un couloir et ralentissant la progression des forces de Thorn. Son expertise en démolition était utilisée non pour détruire, mais pour créer des obstacles et des échappatoires. Pendant ce temps, Chuchotis, tapis derrière un panneau de contrôle renversé, travaillait à toute vitesse sur son terminal. Ses doigts survolaient le clavier holographique, les lignes de code défilant à une vitesse vertigineuse. J'essaie de rediriger l'alimentation vers un conduit d'évacuation secondaire. Je peux ouvrir une brèche. Orlov, lui, ne restait pas inactif. Il aidait Golem à barricader l'entrée principale avec des débris de serveurs. Ses connaissances du complexe soviétique étant inestimables. Sa voix rauque s'éleva au-dessus du fracas des combats. L'ancien tunnel de maintenance. Sous le secteur B. C'est notre meilleure chance. Kael acquiesça, ses yeux balayant la salle, cherchant une voie de sortie. L'objectif n'était plus de combattre jusqu'au dernier homme, mais de s'échapper avec le code mémoire et Orlov. La vérité qu'il détenait était trop précieuse pour être perdue ici. Les forces de Thorn étaient implacables. Des grenades assourdissantes explosèrent, remplissant l'air de fumée et de cris. L'équipe d'Echo 0 se serra, formant un cercle protecteur autour d'Orlov et du dispositif mémoire que Golem portait désormais. Conduit d'évacuation prêt, s'écria Chuchotis, un voyant vert clignotant sur son terminal. Accès par là. Elle pointa du doigt une ouverture étroite à la base du mur arrière, dissimulée par des conduits rouillés. Kael, prends la tête. Ombre, couvre la retraite. Golem, on suit, ordonna Orlov, sa voix reprenant de son autorité d'ancien capitaine. Il connaissait ce complexe comme sa poche. Kael, sans hésiter, fut le premier à se glisser dans le conduit étroit. L'espace était confiné, l'air poussiéreux, et le chemin s'enfonçait dans les entrailles de la terre. Les tirs ricochaient sur les parois métalliques, créant un tintement assourdissant. Ombre se positionna à l'entrée du conduit, tirant avec une précision chirurgicale sur quiconque tentait de les suivre. Les cadavres s'amoncelaient. Une fois que tous furent engagés dans le conduit, Golem utilisa une micro-charge explosive pour effondrer le conduit juste derrière eux, scellant leur entrée et ralentissant leurs poursuivants. Le grondement de l'explosion résonna, suivi d'un silence lourd, seulement interrompu par leur souffle haletant. Ils rampaient dans les ténèbres, éclairés seulement par leur lampe frontale. Le tunnel était un boyau métallique, rempli de toiles d'araignées et de rats fuyants. L'odeur d'égout et de métal rouillé était omniprésente. Ils avancèrent à la hâte, pressés par le temps et la menace de Thorn. Soudain, le sol sous Kael céda. Il chuta dans une obscurité plus profonde, son corps percutant une flaque d'eau glacée avec un clapotis sourd, son arme lui échappa des mains. « Kael !» s'écria Ombre, le suivant de près. Il atterrit dans une fosse de maintenance, l'eau lui montant aux genoux. Le froid lui transperça les os. Au-dessus de lui, les faisceaux de leur lampe vacillaient, tentant de le repérer. « Je vais bien, répondit Kael, sa voix tremblante de froid et d'effort. Il tâtonna dans l'eau, retrouvant son fusil. « Poursuivez, je vous rejoins. » Chuchotis l'informa, « J'ai une sortie secondaire cartographiée à 200 mètres au nord, un ancien conduit d'évacuation des eaux usées. »« On y va, » dit Orlov, sa voix déterminée. Il savait que Kael était capable de se débrouiller seul, mais le temps était compté. Kael, seul dans la fosse, regarda vers le haut. Il devait trouver un moyen de remonter. Ses yeux scrutaient les parois lisses, cherchant une prise. Une échelle rouillée, à moitié détachée, apparut dans son faisceau lumineux. Il l'attrapa, testant sa solidité avant de commencer l'ascension. Chaque barre était froide, glissante, et menaçait de céder sous son poids. Pendant qu'il montait, le son d'une explosion plus lointaine résonna. Thorn était proche. Il entendit des voix hurler dans les conduits au-dessus de lui, des pas lourds qui se rapprochaient. Il n'avait que quelques secondes. En haut, il se glissa hors de la fosse et rampa à toute vitesse, suivant les traces de ses coéquipiers. L'odeur de chlore et d'humidité s'intensifiait. Finalement, il vit une faible lueur au loin. La sortie. Ils émergèrent dans un paysage désolé, un champ de neige battu par le vent, sous un ciel gris et menaçant. L'air extérieur était un coup de poing. Leur corps fumant contrastait avec le froid ambiant. Une camionnette blindée, aux couleurs civiles, les attendait. Un contact d'Orlov. « Montez !» cria le conducteur, un homme au visage masqué par la cagoule. Ils montèrent tout à bord, Golem serrant le dispositif mémoire contre lui. Kael fut le dernier à entrer, jetant un dernier regard en arrière. Des points noirs apparurent à l'horizon,
des véhicules rapides se dirigeant vers le complexe. Thorn ne lâcherait pas l'affaire. La camionnette démarra en trombe, ses pneus crissant sur la neige. Orlov regarda Kael, un mélange d'épuisement et de détermination dans ses yeux. On a un peu de temps. Où allons-nous? Kael réfléchit. Il ne pouvait pas retourner à la base d'Echo 0, c'était le piège du loup. Il ne pouvait pas aller dans une ville connue, Thorn les traquerait sans relâche. Ils avaient besoin d'un endroit où le code mémoire pourrait être diffusé, un lieu sûr et invisible. Un point neutre. Nous avons besoin d'un accès au réseau mondial, et de protection. Chuchotis, malgré la fatigue, son terminal déjà allumé, suggéra « Il y a un ancien relais satellite désaffecté dans les steppes kazakhées. C'est isolé, et je pourrais le réactiver. » Alors, direction le Kazakhstan, décida Kael, le regard fixé sur l'horizon blanc. Le combat ne faisait que commencer. Leur vie dépendait de cette course contre la montre pour révéler la vérité, et pour la première fois depuis des années, Kael ressentait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Un espoir dangereux, mais réel. Chapitre 7. Les fantômes du passé. Le vieux camion blindé roulait sur les routes défoncées du Kazakhstan, soulevant des nuages de poussière derrière lui. La steppe s'étendait à l'infini, un paysage monotone, mais étrangement libérateur après les ténèbres claustrophobiques du complexe sibérien. Le soleil, bas sur l'horizon, projetait de longues ombres tandis que les heures s'écoulaient. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue, mais une nouvelle forme de camaraderie, née de la trahison et de la survie, commençait à lier l'équipe. Orlov, assis à l'avant aux côtés du chauffeur silencieux, indiquait le chemin. Son visage, marqué par les années de clandestinité, s'éclairait parfois d'une détermination farouche. Derrière, Kael observait Ombre et Golem. Ombre, qui avait découvert le fragment de sa vie passée, semblait plus fragile, plus humaine. Golem, lui, était toujours le roc, le gardien silencieux du code mémoire, le dispositif bleuté posé sur ses genoux massifs. Chuchotis, malgré la fatigue, ses doigts s'affairant sur sa tablette, était déjà plongé dans la préparation de leur prochaine étape. Le relais satellite est à 1 heure d'ici, annonça Orlov, se retournant. C'est un site militaire désaffecté. On aura besoin de l'autorisation de Chuchotis pour y accéder. Il est sur mes cartes, répondit Chuchotis, sans lever les yeux de son écran. Des sécurités très basiques. Je peux les neutraliser depuis le camion. Par contre, il n'y aura aucune protection physique. On n'aura pas le choix, trancha Kael. Thorn est sur nos talons. Chaque seconde compte. Alors que la nuit tombait, une fatigue profonde s'abattit sur Kael. Ses paupières étaient lourdes, mais son esprit était en ébullition. Les images furtives de la salle d'Orlov revenaient le hanter, le visage de l'homme qui lui ressemblait, le rire d'enfant. Qui était-il? Qu'avait-il laissé derrière lui? Pour la première fois de sa vie de fantôme, le passé ne semblait plus être un vide, mais une porte entr'ouverte, promettant des réponses, mais aussi des douleurs. La camionnette finit par s'immobiliser devant une clôture rouillée qui délimitait le site. Au loin, une silhouette imposante se dressait contre le ciel étoilé. Une immense antenne parabolique, inclinée et silencieuse, comme un monument oublié. C'est ici, dit Orlov, une note de gravité dans la voix. Le lieu de notre dernière bataille, et peut-être de notre libération. Ils descendirent, le vent froid cinglant leur visage. Chuchotis actionna un bouton sur sa tablette. Des clics lointains se firent entendre, puis les portes de la clôture s'ouvrirent lentement, révélant une piste d'atterrissage défoncée et des bâtiments en béton délabré. Le relais satellite était un ensemble de tours métalliques et de conteneurs rouillés. Des graffitis colorés recouvraient les murs, signe d'une occupation passée par des nomades ou des explorateurs. L'intérieur du bâtiment principal était froid et sombre, les fils électriques coupés pendillant comme des lianes mortes. Je dois atteindre la salle de contrôle principale pour réactiver l'antenne, expliqua Chuchotis. C'est au dernier étage de la tour centrale. Nous allons sécuriser le périmètre, dit Kael. Orlov, reste avec Chuchotis. Golem, tu protèges le dispositif? Ombre, avec moi. Ils se mirent au travail, leurs mouvements coordonnés par des années d'entraînement, même si l'objectif avait radicalement changé. Kael et Ombre patrouillaient les bâtiments adjacents, leurs armes prêtes. Chaque ombre, chaque craquement, était un ennemi potentiel. Ombre s'arrêta brusquement. Ses yeux scrutaient les ténèbres. Je sens quelque chose. Pas une présence physique, mais comme un écho. Kael fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme la musique d'avant, murmura-t-elle, sa voix étrangement lointaine. Une résonance, du code mémoire, des signaux. Ils sont en train de se battre. Soudain, une série de bourdonnements et de sifflements résonna dans l'air. Ce n'était pas un signal radio,
mais quelque chose de plus diffus, presque une vibration. Des lumières bleutées scintillèrent dans l'obscurité, flottant dans les airs, se condensant lentement en forme spectrale. Des silhouettes d'hommes et de femmes, translucides, leurs visages indistincts. Des fantômes, mais pas comme eux. Des souvenirs rendus visuels, des échos résiduels des identités effacées, luttant pour se manifester à travers l'énergie du code mémoire que Golem transportait. Kael sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas une menace militaire. C'était autre chose. Un phénomène psychique. Ce sont les autres, murmura Orloff, sa voix résonnant dans l'oreillette de Kael. Il était arrivé près d'eux, laissant Golem, et chuchotis à la salle de contrôle. Ses yeux étaient fixés sur les apparitions lumineuses. Les âmes perdues de ceux qui n'ont pas survécu à l'effacement. Ou ceux dont l'identité est encore enfouie. Le code mémoire les réveille. Il les appelle. Les formes spectrales s'approchèrent, tournoyant autour d'eux, les traversant parfois. Kael sentit un froid intense lorsqu'une d'elles le traversa, suivi d'une bouffée de chaleur, puis une image fulgurante. Un enfant riant dans un parc, le même enfant que sur l'écran d'Orloff. C'était son enfant. Sa mémoire se brisait en fragments, comme de la glace sous ses pas. Ombre, elle, tomba à genoux, les mains sur la tête, un gémissement s'échappant de ses lèvres. Ça fait mal? Tellement de voix, tellement de peine. Ils cherchent la paix, dit Orloff, sa propre voix empreinte de tristesse. Ils veulent être reconnus, être libérés. La pression mentale était insupportable. Les souvenirs fragmentés des fantômes qui l'entouraient inondaient l'esprit de Kael, des visages aimés, des moments de joie volés, des douleurs enfouies. Il sentit son identité de spectre vaciller, prête à se fissurer sous le poids de ces milliers de vies oubliées. Le code mémoire n'était pas seulement une clé, c'était un portail. Soudain, des sirènes retentirent au loin, brisant le sortilège. Des phares approchaient à toute vitesse sur la steppe. Thorn était là, ou du moins ses hommes. « Ils sont là !» cria Kael, forçant son esprit à se concentrer sur le danger immédiat. Thorn a réussi à nous localiser. Les formes spectrales commencèrent à se dissiper, leurs murmures s'estompant. Le retour à la réalité était brutal. Kael se sentait étourdi, la tête lourde de souvenirs qui n'étaient pas les siens, ou qui l'étaient, mais dont il ne savait que faire. « On doit aller au sommet de la tour », ordonna Kael. Chuchotis a besoin de protection. La course commença, les tirs retentirent bientôt, précis, visant à les abattre avant qu'ils n'atteignent le relais. Kael et Ombre couvraient Orloff qui, étonnamment agile, les guidait à travers les dédales du site. Golem, inébranlable, formait l'arrière-garde, protégeant le dispositif, qui était la clé de leur libération et de leur torture. L'ascension de la tour était vertigineuse. Les escaliers grinçaient, la tôle rouillée frémissait sous leurs pas. Les tirs les suivaient, et des drones de surveillance, dotés de projecteurs puissants, les scannaient. Les fantômes, traqués, poursuivis par le passé et le présent. La lutte pour la mémoire venait de prendre une tournure bien plus complexe qu'une simple mission d'espionnage. C'était désormais une guerre pour leur âme. Chapitre 8. La dégénérescence des données. L'ascension de la tour du relais satellite était un enfer. L'escalier métallique, rongé par la rouille, et le temps, grinçait et vibrait sous chacun de leurs pas. Le vent hurlait à travers les poutrelles tordues, emportant avec lui le sifflement des balles qui s'écrasaient contre l'acier. Kael, en tête, sentait la pression des hommes de Thorn qui se rapprochaient, mais aussi la résonance des souvenirs fantomatiques qui persistaient dans son esprit, un brouillard tenace et douloureux. Presque en haut, cria Chuchotis, sa voix tendue mais ferme. Ses pieds battaient les marches, avec une urgence frénétique. Golem, juste derrière elle, protégeait le dispositif mémoire de son corps, ses muscles saillants sous son armure légère. Ombre et Orloff couvraient leurs arrières, tirant des rafales de suppression à travers les mailles de l'escalier. Les hommes de Thorn étaient implacables, grimpant avec une détermination glaciale. Leurs tirs étaient précis, visant les points vitaux, mais l'expérience d'Echo Zéro en faisait des cibles mouvantes et insaisissables. Ils atteignirent enfin le sommet, une plateforme étroite et exposée aux éléments. Au centre trônait l'immense antenne parabolique, silencieuse et immobile, comme une oreille géante tendue vers un ciel indifférent. En contrebas, des véhicules de Thorn encerclaient le site, leurs phares perçant l'obscurité. L'antenne est stable, annonça Chuchotis, s'agenouillant devant un terminal de contrôle, ses doigts tapant frénétiquement. Mais le système de diffusion est endommagé. Il va falloir le réactiver manuellement. Et la surcharge est immense. Elle jeta un œil à l'interface du dispositif mémoire. Le code déstabilise le réseau. Il est trop puissant, trop vaste. Orloff s'approcha, le visage grave. Le code mémoire n'était pas fait pour être diffusé en une seule fois.
C'est une conscience collective. Si nous le forçons, il pourrait y avoir des conséquences imprévues. Kael sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce que tu veux dire? La fusion des millions d'identités, expliqua Orloff. Si le réveil est brutal, cela pourrait provoquer une surcharge cognitive massive. Pas seulement pour ceux qui se souviennent, mais pour le réseau lui-même. Une sorte de dégénérescence des données. À ce moment-là, des drones d'attaque armés apparurent au-dessus d'eux, leurs propulseurs émettant un sifflement strident. Ils tiraient en rafale, forçant Echo 0 à chercher désespérément un abri derrière les structures métalliques du relais. « Nous n'avons pas le temps de nous poser des questions », cria Ombre, son fusil levé vers le ciel. Un drone explosa, dans un nuage de fumée et de débris. « Chuchotis, tu as une idée pour le diffuser sans tout casser ?» demanda Kael, esquivant une rafale qui laissa des impacts dans le métal derrière lui. « Je dois créer une série de micro-impulsions, » répondit-elle, ses yeux rivés sur l'écran. « Des éclats de données. La diffusion sera plus lente, mais plus stable. Cela prendra du temps. »« Combien de temps ?» demanda Kael. « Une quinzaine de minutes. Au minimum, dit-elle. Et il faudra une concentration constante. La moindre interruption pourrait corrompre l'intégralité du code. 15 minutes. Ils étaient pris au piège au sommet de cette tour, assaillis de toutes parts. Thorne ne les laisserait pas tenir aussi longtemps. Ombre, Golem, Orloff, ordonna Kael. Protégez Chuchotis. Je vais essayer de les ralentir. Kael sauta d'une structure à l'autre, son fusil crachant le feu. Il visait les points faibles des drones, utilisant l'environnement à son avantage. Les hommes de Thorne commençaient à grimper la tour. Le crissement de leurs grappins résonnait. Le dispositif mémoire commença à émettre une faible lumière bleue, pulsant au rythme de la diffusion. La lumière se reflétait dans les yeux de Golem, toujours impassible, mais le poids de la tâche était palpable. Soudain, un tir de sniper siffla, frôlant la tête d'Ombre et s'encastrant dans le terminal de Chuchotis. Des étincelles jaillirent, et l'écran de la hackeuse s'éteignit. « Non !» hurla Chuchotis, ses mains tâtonnant l'écran noir. « Je ne peux plus diffuser. Le module d'interface est HS. » La situation était critique. Orloff regarda le dispositif, puis Chuchotis, puis Kael. Il prit une décision. « Il y a une option, » dit Orloff, sa voix chargée de résolution. Le relais est conçu pour fonctionner en mode manuel, en cas de défaillance du système numérique. Mais cela demande une connexion directe. Une liaison psychique. Kael regarda Orloff, incrédule. Une liaison psychique? Oui, répondit Orloff. Le code mémoire n'est pas qu'une base de données. C'est une signature neurale. Je peux me connecter directement à l'antenne, l'utiliser comme un amplificateur pour le code. Mais la surcharge sera immense. Je ne sais pas si je pourrais le supporter. Cela pourrait détruire mon esprit. Il y eut un silence. Le bruit des tirs et des drones devint assourdissant. Le visage d'Orloff était grave, mais déterminé. Il regarda Kael. « Je dois le faire? C'est le seul moyen. » Kael hésita. Envoyer Orloff à une mort certaine, ou le laisser risquer son esprit pour une vérité qui pourrait anéantir le monde. C'était un choix impossible. Mais la lumière du code mémoire pulsait, appelant. « Fais-le, Orloff, dit Kael, sa voix rauque. Nous te couvrons. » Orloff hocha la tête. Il s'agenouilla devant l'antenne, ses mains se posant sur les câbles exposés. Il ferma les yeux, et une aura bleutée commença à l'envelopper, se propageant au fils et à l'antenne elle-même. Les lumières sur le dispositif mémoire s'intensifièrent. Les tirs de Thorne redoublèrent d'intensité. Les hommes de l'organisation étaient presque au sommet. Ombre et Golem formèrent un bouclier, leur corps se déplaçant avec une efficacité létale pour protéger Orloff et la fragile Chuchotis qui tentait désespérément de rétablir une connexion de secours. Kael tira sur un groupe d'ennemis qui émergeait d'une trappe, les repoussant avec une férocité nouvelle. Le sort du monde entier, et la quête de leur propre passé, reposait désormais sur les épaules d'un homme brisé, tentant de canaliser une vérité trop grande pour lui. L'antenne commença à vibrer, un bourdonnement grave remplissant l'air, et la lumière bleue pulsa avec une intensité croissante. Le compte à rebours avait commencé. Chapitre 9. La dissonance de la mémoire. Le sommet de la tour du relais satellite vibrait sous la puissance croissante du code mémoire. L'aura bleutée autour d'Orloff s'intensifiait, émanant de lui comme une tempête psychique. Ses veines affleuraient sur son front, gonflées, et un filet de sang commença à couler de son nez, mais ses yeux restaient fixés, concentrés, canalisant la puissance brute de milliers d'identités effacées. L'antenne parabolique elle-même émettait un bourdonnement grave, comme un chant ancestral. Les tirs des forces de Thorne redoublaient, de plus en plus précis. 2 hommes en armure lourde de l'organisation réussirent à atteindre la plateforme, tirant à l'aveugle dans la lumière bleue vacillante. Golem se rua sur eux,
son corps massif percutant le premier avec la force d'un bélier, projetant l'homme par-dessus la rambarde. Le second fut désarmé et mis hors de combat par ombre en un éclair, sa lame courte luisant dangereusement. Chuchotis, un état des lieux, ordonne à Kael, son fusil crachant des balles sur les drones qui tentaient de les encercler. L'air était saturé de l'odeur âcre de la poudre et de l'ozone. La diffusion est à 30%, cria Chuchotis, sa voix tendue. Elle tentait toujours de rétablir une connexion avec son terminal, ses doigts glissant frénétiquement sur un module de rechange. La surcharge est énorme, mais Orlov tient. Mais Kael le voyait. Le visage d'Orlov était tordu par la douleur. Sa concentration était héroïque, mais insoutenable. Des images fragmentées commençaient à saturer l'esprit de Kael lui-même, des voix chuchotées, des visages inconnus traversaient son champ de vision. Ce n'était pas un simple téléchargement. C'était une déferlante de conscience. Ombre, protégeant le flanc d'Orlov, eut un hoquet. Ses yeux s'écarquillèrent, fixés sur un point invisible dans l'espace. Le capitaine Petrov, il est là, il me parle. Sa main trembla, et son tir manqua sa cible. L'afflux de mémoire affectait tout le monde. La surcharge cognitive qu'Orlov avait mentionnée n'était pas juste une théorie, elle était réelle. Golem, son imposante stature légèrement courbée, émit un grognement profond. Même lui, le roc inébranlable, semblait sentir le poids des mémoires qui les inondaient. Ses mouvements ralentirent un instant, juste assez pour qu'un tir traçant lui effleure le bras, laissant une marque fumante sur son armure. Restez concentré, hurla Kael, luttant lui-même contre les visions qui brouillaient sa propre perception. Il vit une femme rousse, son rire cristallin, son visage familier et inconnu à la fois. Un flash d'une cuisine lumineuse, le parfum du café. Qui était-elle? Qui était-il? Orlov gémit, un son arraché de sa gorge. La lumière autour de lui pulsa plus violemment encore, puis vacilla dangereusement. Je ne peux plus. La dissonance? C'est trop. Le signal de l'antenne commença à se dégrader, des crépitements sonores remplaçant le bourdonnement régulier. La diffusion du code mémoire était en train de s'effondrer. La connexion se rompt, s'écria Chuchotis. Si ça lâche maintenant, on perdra tout. Le code sera corrompu à jamais. Kael regarda Orlov, le sang sur son visage, le corps secoué de spasmes. Il ne tiendrait pas. Il fallait faire quelque chose. Et vite. Son regard tomba sur le dispositif mémoire que Golem tenait. C'était la source. Et s'il ne pouvait pas diffuser, il fallait au moins le protéger, le stabiliser. Chuchotis, ombre, cria Kael. Rejoignez Orlov. Stabilisez le lien. Golem, protège le dispositif. Kael s'élança, son arme à la main, vers les soldats de Thorn, qui commençaient à prendre pied sur la plateforme. Il se jeta dans la mêlée, une fureur nouvelle l'animant. Il ne se battait plus seulement pour la survie, mais pour ses fragments de mémoire, pour ses échos de vie volés. Chaque coup, chaque tir était une libération contre la colère sourde qui montait en lui. Ombre, reprenant ses esprits malgré la douleur, attrapa la main d'Orlov, son corps mince le soutenant. Chuchotis, malgré l'absence de son terminal principal, utilisa un petit appareil de diagnostic pour tenter de stabiliser les câbles, utilisant ses connaissances pour court-circuiter les dégâts et maintenir un flux minimal. La lumière autour d'Orlov se raffermit légèrement, la diffusion reprenant son rythme, bien que plus faible. Mais la pression sur Orlov était insoutenable. Il vacilla. Ses genoux cédèrent, mais il refusait de lâcher prise. Kael combattait avec l'énergie du désespoir. Il était blessé, sa combinaison tactique lacérait en plusieurs endroits, mais il n'y prêtait aucune attention. Les visages de Thorn, de l'organisation, de tous ceux qui les avaient transformés en fantômes, défilaient dans son esprit, nourrissant sa rage. Il devait gagner ce temps. Soudain, un bruit de moteur lourd se fit entendre au-dessus d'eux. Un transporteur lourd de l'organisation apparut dans le ciel, son projecteur puissant les inondant de lumière. À sa rampe, Thorn lui-même se tenait, son visage impassible, une arme lourde à la main. L'opération est compromise, sa voix résonna dans le vent, amplifiée par des haut-parleurs. Abandonnez le dispositif, fantôme. Vous êtes terminés. Thorn ne leur laissait aucune chance. Il allait ordonner une frappe, peu importe les dégâts collatéraux. Mais Kael refusa d'abandonner. Il leva les yeux vers l'antenne, vers Orlov qui agonisait, vers le code mémoire qui luttait pour se frayer un chemin. La vérité devait sortir. Kael hurla, un rugissement primala, et tira sur Thorn, sachant que le tir serait vain, mais c'était un défi, une déclaration. L'unité fantôme n'était plus une force silencieuse. Elle se réveillait, et elle était prête à se battre pour sa propre mémoire, même si cela devait être le dernier combat. La lumière bleue de l'antenne pulsait, un battement de cœur dans le chaos. Le compte à rebours final avait commencé.
Chapitre 10. L'aube de la vérité. L'hélicoptère de Thorn planait au-dessus d'eux, ses projecteurs transformant le sommet de la tour en un hôtel baigné d'une lumière crue. Le commandant lui-même se tenait à la rampe, son arme lourde braquée sur l'antenne, prêt à tout détruire. Le destin du code mémoire, et avec lui celui de toutes les identités effacées, ne tenait plus qu'à un fil. Orlov, les mains toujours cramponnées au câble, était au bord de l'évanouissement, mais sa volonté était d'acier. La lumière bleue du dispositif mémoire pulsait, diffusant des éclats de vérité à travers l'éther. Des images fulgurantes, des visages, des lieux, des moments de vie volés, continuaient de traverser l'esprit de Kael, des échos de ce qu'il avait été. À couvert, hurla Kael, se jetant derrière un panneau de contrôle tordu alors que Thorn ouvrait le feu. Les balles de gros calibre déchirèrent le métal, manquant de peu l'antenne. Golem, massif, se plaça devant Orlov, et chuchotit, encaissant les tirs sur son armure. Il était le bouclier, inébranlable. Ombre ripostait, ses tirs d'une précision mortelle visant les points faibles de l'hélicoptère. Un moteur crépita, des étincelles jaillirent, mais l'appareil tenait bon. Le code est à 90%, s'écria Chuchotis, sa voix tendue, ses doigts s'activant sur son module de secours, tentant de maintenir la liaison. Mais Orlov va lâcher. Kael vit Orlov s'effondrer, ses mains glissant des câbles. La lumière bleue de l'antenne vacilla dangereusement, menaçant de s'éteindre. Le code était si proche d'être diffusé, mais il risquait d'être perdu à jamais. Sans réfléchir, Kael se jeta vers Orlov. Il saisit les câbles que ce dernier avait lâchés, ses propres mains gantées frôlant celles, ensanglantées, de l'ancien capitaine. Au moment où il établit la connexion, une vague d'informations le submergea. Des milliers de voix, des millions d'images. Le visage de la femme rousse revint, plus clair cette fois, un nom se forma dans son esprit, Élise. Et un autre, celui d'un enfant, Léo, son fils. Le choc fut si violent que Kael gémit. Il tomba à genoux, mais il ne lâcha pas les câbles. La lumière bleue de l'antenne redevint stable, puis s'intensifia. La diffusion reprenait, mais cette fois, c'était lui qui la canalisait, son esprit devenant le conduit. La douleur était atroce, chaque parcelle de sa mémoire effacée se déchirant, pour laisser place à la vérité. Il sentait son identité de spectre se briser en 1000 morceaux, mais chaque fragment brisé révélait une pièce de son passé. Thorn, voyant la diffusion se poursuivre, hurla d'une voix gutturale. Détruisez l'antenne. Les tirs de l'hélicoptère se concentrèrent sur l'immense structure métallique. Des impacts résonnèrent, des morceaux de métal se tordirent. L'antenne commença à pencher dangereusement. L'antenne va céder, cria Ombre. Le code ne pourra pas atteindre sa pleine diffusion. Elle jeta un regard à Kael, qui luttait contre la marée de souvenirs. Le commandant Thorn préparait un tir final, un missile léger capable de démolir la tour. Il faut le neutraliser, hurla Chuchotis. Ombre, avec une détermination nouvelle, sauta par-dessus la rambarde. Elle se laissa tomber, agrippant les structures métalliques de la tour, son corps se balançant dans le vide. Les yeux de Kael s'écarquillèrent. « Ombre, qu'est-ce que tu fais ?» Elle ne répondit pas. Avec une agilité stupéfiante, elle grimpa le long du corps de l'antenne, se rapprochant de l'hélicoptère de Thorn. Les tirs traçant la frôlaient, mais elle ne ralentissait pas. Elle n'était plus Anya Petrova ni Ombre. Elle était une mère en colère, une femme dont la mémoire retrouvée nourrissait une fureur implacable. Atteignant le sommet de l'antenne, elle activa une micro-charge sur son gant. D'un bond calculé, elle se propulsa vers l'hélicoptère. Thorn, pris au dépourvu, n'eut pas le temps de réagir. Ombre s'accrocha au fuselage, plaça la charge explosive sur un point vital et hurla. Pour ma fille, une explosion assourdissante déchira l'air. L'hélicoptère de Thorn fut déséquilibré, puis partit en vrille, une traînée de fumée noire s'échappant de son flanc. Il explosa dans les cieux sombres du Kazakhstan, une boule de feu s'écrasant au loin. Thorn était éliminé. Mais l'antenne, frappée par les tirs, vacilla dangereusement. Des craquements sinistres annonçaient son effondrement imminent. Kael sentit la douleur de la mémoire atteindre son paroxysme. Des cris d'émergence psychique résonnaient dans sa tête. Le code atteignait sa pleine puissance. Le monde entier était sur le point de se souvenir. 100%, hurla Chuchotis, son visage pâle mais triomphant. Le code est diffusé. Il est partout. Au même instant, l'antenne s'effondra dans un fracas métallique, emportant Kael, Orlov, Golem, et Chuchotis dans sa chute. Le silence se fit, brisé seulement par le vent froid. Les lumières des véhicules de Thorn s'étaient éteintes, les derniers agents ayant fui. La poussière retomba sur les débris de l'antenne. Des heures plus tard, sous un ciel parsemé d'étoiles, Kael ouvrit les yeux. La douleur était présente,
Mais c'était une douleur différente, une douleur de renouveau. Les souvenirs étaient là, clairs, tangibles. Élise, Léo. Sa vie d'avant, Patrick Dubois, un ingénieur en cybernétique. À côté de lui, Golem, son armure endommagée, se redressait lentement. Chuchotis, le visage couvert de suie, vérifiait son terminal, un sourire étrange aux lèvres. Orloff, lui, était étendu, le souffle faible, mais les yeux ouverts, un sourire de paix sur son visage. Nous l'avons fait, murmura Orloff. Le code il est partout. Quelque part dans le monde, des milliers, peut-être des millions de fantômes se réveillaient, confrontés à une mémoire qu'on leur avait volée. Le monde n'allait plus jamais être le même. Des tensions allaient éclater, des vérités seraient exigées. Le chaos était peut-être inévitable, mais ce n'était plus le chaos du secret, mais celui de la révélation. Kael se leva, aidé par Golem. Il regarda Ombre, qui avait accompli le sacrifice ultime. Son nom, Anya Petrova, résonnait désormais avec une force nouvelle dans son esprit. Elle était morte, mais sa mémoire vivait. Ils étaient les survivants, des fantômes qui avaient retrouvé leur âme. La guerre n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Mais cette fois, ils savaient qui ils étaient. Et ils allaient se battre pour que personne d'autre ne connaisse le vide qu'ils avaient enduré. Le monde tremblerait, mais la vérité, enfin, avait éclaté.